Mais je vais commencer par ça. Ça s'appelle « Leurs enfants après eux ». Et pour moi, c'est vraiment une petite bombe de cette rentrée littéraire. C'est le second roman de Nicolas Mathieu. Il avait écrit un premier roman noir, pour lequel il avait eu un joli succès d'estime. Et là, il revient avec un roman social. Il est plutôt suivi dans la presse, il est encore en lice pour certains prix. Il a une quarantaine d'années, Nicolas Mathieu, et il propose vraiment une vraie introspection dans les années 90. Donc ça commence en 92, ça finit en 98. C'est 4 étés, et c'est 424 pages. Voilà. Mais 92-98, ça fait 6 étés. Oui, bah oui. Eh oui. Et là, vous avez du job. En tant que lecteur. Ça veut dire qu'entre les trous, parce que c'est une construction avec des ellipses très grandes, vous allez vous rappeler des années 90. Vous allez y glisser. Où est-ce que vous étiez? Comment vous y étiez? Qu'est-ce qui s'y passait? Et ça, c'est absolument génial. Ça veut dire qu'on a tous une lecture extrêmement intime de Nicolas Mathieu, grâce à la construction narrative. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que moi, je n'aime pas rencontrer les auteurs avant de lire leurs livres. J'avoue, les éditeurs nous sollicitent beaucoup, et en fait, c'est un vrai travail de parler de son travail, de la création. Et il y a des auteurs qui savent absolument pas le faire. Et il y a des auteurs qui savent extrêmement bien le faire. Et du coup, on peut être complètement séduite par un auteur et au final, il sait très bien parler, mais pas du tout écrire. Et l'inverse est très vrai. Alors, vraiment, j'y vais toujours avec beaucoup de distance. Et j'avais commencé grandement la lecture de Nicolas Mathieu quand j'ai été sollicitée pour le rencontrer. Alors, j'y suis allée un peu en souris. Je me suis dit, je vais y aller en observatrice, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit de ce roman. C'était assez court, c'était assez dense. Et il a ramené son roman à quelque chose d'essentiel, à savoir la complexité de l'adolescence. Leurs enfants après eux, on part en Moselle, en 92. La complexité sociale est très importante, on est bien d'accord. Au fourneau, etc., etc. Des politiques qui sont venus, qui ont dit, ne vous inquiétez pas, ça va aller, on va faire notre possible, et qui sont repartis, qui n'ont strictement rien fait. Bref, toujours est-il que dans la famille d'Anthony, le père a renoncé depuis bien longtemps maintenant, il est au chômage depuis plusieurs années, il y a une vraie complexité, ils ont vraiment les deux pieds dans la précarité. Ils boivent, on n'est pas en face d'un espèce d'alcoolisme je veux dire exacerbé, mais on est vraiment dans quelque chose de l'ordre du renoncement. La mère d'Anthony, elle arrive encore à sourire, de manière spontanée. Donc elle y arrive encore. Ça donne vraiment des petits endroits d'espoir, c'est assez rare, il faut vraiment les accrocher. Et il y a Anthony. Alors Anthony, il a 14 ans. Anthony, il n'est pas hyper fufute, en même temps il a 14 ans. On ne va pas non plus trop exiger d'un gosse de 14 ans, quoi. Et son truc, lui, c'est de rouler des mécaniques. Il ne sait pas trop quoi faire d'autre, quoi. L'école, en plus là c'est l'été, il n'a plus besoin d'y penser, donc c'est très bien. Alors, il roule des mécaniques. Voilà. Et tu te dis, heureusement qu'il va grandir ce personnage, parce que si je vais devoir quand même rester avec ce petit gars là qui est toujours juste en train de faire ça pour proposer de l'esbrouf, ça va pas aller. Et parce qu'il fait chaud cet été-là, et parce qu'avec son cousin ils ont décidé de faire un truc de dingue, c'est-à-dire d'aller de l'autre côté du lac. Parce que de l'autre côté du lac, il y a la plage des culs nus. C'est le fantasme absolu de tous les jeunes de la région. Une plage de naturistes, ils n'en peuvent plus. Alors pour y aller, de l'autre côté de ce lac, il faut récupérer un canoë. Ce sont des pieds nickelés, ils sont extrêmement ridicules, mais ils volent un canoë. Ils sont très pathétiques, Anthony et son cousin. Mais ils le volent, ce canoë. Ils arrivent sur le lac, ils ne savent pas pagayer, ils tournent en rond, ils mettent des plombes, enfin bref. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils ressemblent à rien. Ils sont pleins de sueur, vraiment. Ils sont pas très glamour, quoi. Mais ils arrivent, les hormones en folie. Pas de filles à poil. Pas de filles à poil. Quelques jeunes femmes en topless. Et là, les choses commencent à devenir intéressantes. Et ils y vont. Et toi, en tant que lecteur, tu dis, il va pas. Ça
sent pas très bon, tu vas pas être accueilli. Il fait comme ça, Anthony, et il y va. Sauf que sur cette plage, eh bien, on n'est pas tout à fait au même endroit que là d'où viennent Anthony et son cousin. On est plutôt CSP++, on va dire. Et le dédain est là. Qui sont ces espèces de deux zigotos qui arrivent sur notre plage. Ils ont l'air ringards, on ne va pas les accueillir. Et nos deux petits gars, ils y vont, et ils en font encore plus, ils roulent des mécaniques encore plus, ils sont ridicules, c'est pathétique. Et ils ont ce qu'il faut au fond de leur poche pour que la situation s'apaise. Ils ont du shit. Et tout le monde va fumer. Et là, bizarrement, bah dis donc plus de classe sociale, hein. Ils seront même invités à une grosse fête, dans une grosse maison, avec une grosse piscine. Ils iront. C'est peut-être pas la solution, mais ils iront. Parce que qu'est-ce qu'ils font en son cousin? Eh bien, ils répondent au diktat de la société. Qu'est-ce que c'est que la réussite? C'est ça, c'est la posséder, cette grande maison, avec cette grande piscine. Hein. Alors, s'ils peuvent avoir une petite part du gâteau, ils vont y aller. Anthony empruntera la moto de son père. Oh, c'est pas du tout une bonne idée. Moi, j'en étais bien avancée dans le roman quand j'ai rencontré l'auteur. Et l'auteur, quand il a commencé à parler de leurs enfants après eux, il a eu un petit sourire en coin, il a dit « Si vous cherchez du suspense dans mon roman, n'en cherchez pas. La question qui sous-tend les 424 pages, c'est est-ce qu'Anthony embrassera Stéphane ?» C'est donc un roman sur le désir, sur les premiers émois, mais dans une région de France socialement très impactée par le chômage et par une crise qui dure. Nicolas Mathieu, parce que je ne vais pas vous dire grand-chose de plus, je vais juste vous dire qu'une fois qu'on a les deux pieds avec Anthony et son cousin, il y a Ossine qui pointe le bout de son nez. Ossine, c'est une autre façon de lire la Moselle. Ossine, lui, c'est la seconde génération. Il ne comprend pas pourquoi son père baisse la tête. Lui, il est dans une espèce de révolte, dans quelque chose de très brutal, très frontal. Son univers, c'est le bitume, une espèce de violence. Rien n'est rentré avec Ossine. Et on va avoir une deuxième vision de la Moselle dans les années 90. Et puis par-dessus ça, il y a ces grandes maisons, avec ces grandes piscines dans lesquelles on fait des fêtes. Et Nicolas Mathieu glisse entre les lignes, pendant tout le roman, la nécessité de repenser à une lutte des classes. On n'est pas du tout dans la même énergie. Est-ce que vous avez déjà lu Ivy Pochoda? Elle avait écrit un premier roman en 2013 qui était absolument sublime, qui s'appelait De l'autre côté des docks. J'avais dû venir ici. Eh oui. J'avais dû faire la danse de la joie pour le premier roman d'Ivy Pochoda. Je me rappelle, c'est un roman que j'avais beaucoup porté, j'avais beaucoup aimé. Ivy Pochoda, par le biais de son premier roman, racontait la ville de New York. Et là, elle va raconter la ville de Los Angeles. Et elle a la particularité de construire à chaque fois une galerie de personnages exceptionnels, Ivy Pochoda. Là, l'entrée dans le roman est absolument géniale. Vraiment absolument géniale. Nous sommes avec Tony, nous sommes donc en voiture, c'est le matin, Tony il a un SUV, parce qu'il ne faut pas exagérer. Il est avocat. Il a quitté sa petite colline un peu bourgeoise, pas hollywoodienne, il ne faut pas exagérer, mais voilà, pour aller en ville, travailler. Il est au volant de sa voiture et comme tous les matins, il est bloqué dans les embouteillages. Los Angeles, les embouteillages, c'est 8 voies. 8 voies. Complètement l'angoisse, quoi. Il est bloqué là, il regarde devant lui, la radio est allumée et il se dit, mais encore une journée. Mais pourquoi? Pour payer les traites de cette maison? Pour payer l'école privée de ma gamine? Pour payer le nouveau tailleur que Stéphanie, sa femme, qui a l'air pas très funky, comme ça, va vouloir s'acheter quoi? Micro. C'est ça? Ouais, ça serait bien quand même. D'accord. Toujours est-il de Tony, voilà, il est là, il est en voiture, il a les yeux dans le vide. Manque de sens, ça nous arrive régulièrement. Sauf qu'un type passe juste à côté de sa voiture. Ce type est nu, tatoué, et il court. Il a une espèce de foulée complètement incroyable. Quelque chose d'une fluidité dingue. Et Tony, quand il le voit, détache sa ceinture
de sécurité, sort de sa voiture et lui court après. Il ne comprend pas pourquoi. Mais il faut absolument qu'il le fasse. Et il a une folie incroyable. Il court, hein, Tony. Mais là, pour la première fois de sa vie, il se sent complètement libre. Bon, alors il n'avait pas complètement pensé au fait que nous sommes dans un monde hyper connecté, hein, qu'il allait être filmé. Bref, que Stéphanie n'allait pas être très très contente. Il a quand même laissé la voiture bloquée dans les embouteillages au milieu de l'autoroute. Quand il commence à réfléchir à tout ça, c'est un peu plombant, hein, pour Tony. Mais ce qui s'est ouvert avec le passage de cet homme lui donne la possibilité de se projeter ailleurs et autrement. Ça, c'est Tony. Je ne vous dis pas comment, mais il rencontre une femme qui s'appelle Britt. Cette femme cherche un certain James. Elle est assez inquiète et elle va raconter comment, quelques années auparavant, elle s'est retrouvée dans le désert des Mojaves, hein, donc à l'extérieur de Los Angeles, voulant à tout prix faire partie d'une petite communauté à la recherche de son moi. Ça, c'est Britt. Vous verrez quel rôle elle joue dans cette galerie de personnages. Et puis il y a Sam et Blake. Alors Sam et Blake, ce sont deux SDF en fuite. Tu sais pas ce qu'ils fuient. Tu vas vite le voir. Eux aussi se retrouvent à un moment donné dans le désert des Mojaves. Et vous verrez s'ils croisent Britt ou pas. Et pour nous ramener dans la ville de Los Angeles, downtown, vraiment, hein, il y a Ren. Ren sort de prison. Le but, c'est de repartir vivre à la maison. Sauf qu'il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'endroit. Sa mère, Leila, serait partie vivre, il y a plusieurs années, dans Los Angeles. Alors il part à la recherche de sa mère. Et là, il va mettre les pieds dans un Los Angeles, pas du tout fantasmé par l'auteur, qui correspond parfaitement à la complexité de la ville de Los Angeles. Los Angeles est une des villes qui crée le plus du rêve américain. Hein. Parce que l'industrie du cinéma, parce que le site naturel qui est exceptionnel, et le nombre de gens qui restent sur le bord du trottoir est absolument colossal. Donc il y a une violence inouïe à Los Angeles. Il y a un nombre d'SDF croissant, hein, d'année en année. Et il y a surtout beaucoup de drogue. Et Ren va se retrouver à cet endroit-là. Et grâce à tous ces personnages, qui vont se rencontrer ou pas, vous verrez, nous allons voir se dessiner une carte de la ville, hein, le lien avec l'intérieur, l'extérieur, avec le désert des Mojaves, hein, la nature, l'immensité de l'espace, et au contraire quelque chose de plus renfermé, de plus rétréci, avec une autre façon de vivre et d'aborder l'autre. Et comme elle avait fait avec de l'autre côté des docks, Ivy Pochona nous propose une fresque sur 4 ans, 2006-2010, hein, avec ces personnages qui naviguent comme ça, chronologiquement, hein, et puis physiquement aussi, une certaine vision des États-Unis. Alors, d'année en année, on se rend compte à quel point, même s'il y a l'immensité de l'espace, même s'il y a un puritanisme beaucoup plus accru qu'ici, même si on ne peut pas dire qu'on a un Trump à la tête de notre État, hein, voilà. Malgré tout, on n'est pas si différents. On est comme des purs produits occidentaux et on n'est pas si différents. Et même si Los Angeles est complètement surdimensionné, une ville, hein, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, mais comme il n'y en a pas encore en France, cette espèce de grosse mégalopole complètement dingue, hein, et bien au final, on ne pense pas tout à fait de la même façon, mais quand même à peu près. Hein. Et Ivy Pochona, elle a vraiment une projection hyper universelle et hyper humaine de ces personnages. Alors, moi j'ai des personnages préférés que je suis un peu plus que d'autres. Hein. Dans ce roman, vous découvrirez quels sont vos personnages préférés, mais tous sont là pour faire avancer les éventuelles rencontres entre les uns et les autres. Elle est écrivain, parfois. Et vous verrez, ça s'est pas fait volontairement, mais il y a plein de cinéastes dans cette sélection. Les cinéastes, je pense,
arrivent en littérature pour donner une ampleur différente à leurs propos. Vraiment. Je sais pas vous, mais moi, quand je passe à Roissy, j'ai 4 ans et demi, c'est les vacances. Je suis surexcitée, quoi. Enfin, je veux dire, je vais prendre l'avion, c'est absolument génial, j'adore, vraiment. Hein. J'arrive pas du tout à avoir un comportement adulte, vraiment. Enfin, non, mais c'est voilà. Et une fois que j'y suis, une fois que j'ai pas perdu ma carte d'identité, que mon bagage a bien le poids, la taille, etc., hein, je peux enfin me poser, et là, j'observe les gens. Et je me raconte tout un tas d'histoires. Alors, ça, c'est ce que j'ai appris à faire depuis que je fais ce métier, parce que je suis beaucoup en transit. Hein, et donc, j'observe beaucoup. Et les gens Enfin, on peut se raconter tout un tas d'histoires. Est-ce qu'ils se disent adieu ? Ou c'est juste un au revoir? Est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'ils s'aiment vraiment? On n'a pas l'air de l'aimer vraiment. Et lui, qu'est-ce que quoi? Et j'adore. Moi, je passe mon temps à faire ça. Et donc, je suis allée lire Roissy sans savoir du tout ce qu'allait me raconter Tiffany Tavernier. Et là, elle a passé beaucoup de temps à aller récupérer de la matière brute, hein, à Roissy. Des informations pratico-pratiques. Nombre de mètres carrés, nombre de terminaux, kilomètres d'escalator, nombre de passagers, enfin bref, vous voyez quoi, tout ça. Nombre de salles des machines. Et une fois qu'elle a eu toutes ces informations, elle a pu poser un cadre précis à son histoire. Son histoire, c'est celle d'Anna. Anna vit à Roissy. L'extérieur n'est pas envisageable. Il n'y a pas d'endroit. Elle subit le fait d'être là. Elle subit complètement le fait d'être là. Ça fait plusieurs mois qu'elle est là. Elle a des habitudes très précises. Elle s'appelle Anna, mais au final, est-ce qu'elle s'appelle vraiment Anna? Elle a quelques souvenirs. Elle a quelques souvenirs qui lui arrivent, mais qu'elle enfouit. Elle ne sait absolument pas quoi en faire, Anna. Alors, elle enfouit et elle avance. Et parce que tu te dois d'être le plus invisible possible, quand tu es SDF à Roissy, elle invente. Elle s'invente une vie de passagère. Et elle passe de terminale en terminale, en racontant des histoires. Bonjour, vous partez à New York? Moi aussi. Oh, il paraît que c'est génial. On va aller écouter du jazz. Ça fait des années qu'on veut y aller avec mon mari. Ça va être fantastique. Et pas seulement le jazz. Ah non, enfin, et les expos, bien sûr. Et puis cette ambiance. Ah, ça va être super. Et voilà, Anna part à New York. Et un quart d'heure après, elle est en transit. Elle est en pleine reconversion professionnelle. Elle part à Bucarest pour des conférences, un cycle de conférences. Ça va être intéressant. Le thème abordé est passionnant. Bref, ça c'est Anna aussi. Et puis Anna, il peut lui arriver comme ça tout un tas d'aventures. Le but, c'est de passer auprès de la sécurité et auprès des caméras pour une passagère. Et elle papillonne comme ça, Anna. Et ça lui permet de pouvoir continuer à enfouir ces espèces de souvenirs qui pointent le bout de leur nez et qu'elle ne veut absolument pas accueillir. Elle a plusieurs amis dans l'aéroport. Des travailleurs avec qui elle a réussi à créer une relation. Alors de confiance, c'est un très grand mot, mais voilà, les moments partagés sont jolis. Elle prend ce qu'il y a à prendre, Anna. Et puis, il y a Vlad. Alors Vlad, je ne vais pas vous en parler trop, parce que c'est un personnage très intéressant à découvrir, mais Vlad, lui, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Il a construit une antre, quelque chose de très sauvage, presque une petite tanière, un truc très très animal, dans lequel il se réfugie. Dans un espèce de boyau, gros câble, on ne sait pas exactement, gros... Plus au niveau de la climatisation, de l'électricité, il y a eu pas mal d'accidents à Roissy, il faut être très vigilant. Et Vlad joue un rôle essentiel dans ce roman. Vous verrez. Il y a un trio terrifiant. Une mère avec ses 2 grands-enfants, qui ont plutôt une trentaine, quarantaine d'années, et qui sont complètement déconnectés de la réalité, complètement désociabilisés. Eux, ils jouent un rôle aussi, pas au même endroit que Vlad, vous découvrirez, c'est une autre façon de raconter Roissy. Et, un jour, alors qu'Anna n'a pas encore fomenté le scénario qu'elle va pouvoir aborder, elle se pose
Non, c'est éteint. Elle se pose et ça la déstabilise. Un homme vient et pose un regard sur elle, mais très étonnant, très pénétrant. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été regardée comme ça. Et elle n'a pas le temps de prendre la parole, Anna. Il lui dit, vous aussi, vous attendez. Et elle ne sait pas quoi dire. C'est elle qui mène la danse. Hein. C'est elle qui choisit. Et là, ça a l'air mais tellement plus profond que d'habitude. Alors elle dit, oui, moi c'est ma femme. Moi c'est mon mari. Elle sait vraiment pas quoi répondre, Anna. Et il lui dit, vous croyez qu'un jour on aura des nouvelles? Et là, Anna ne sait pas quoi répondre. Et cet homme parle du Paris-Rio, qui s'est abîmé, du Rio-Paris, qui s'est abîmé en mer, hein, dont on n'a strictement rien retrouvé. Et avec ce regard, si riche, si fort et si humain, Anna va peut-être pouvoir faire place à ses souvenirs. Mais vous verrez, c'est un très très bon roman sur la quête identitaire. Une qui va jouer sur l'invisibilité, la visibilité, le rapport au corps, l'intérieur, l'extérieur, c'est Rachel Kushner. Rachel Kushner arrive avec le Mars Club, c'est son second roman. Son premier roman s'appelait Le Lance-Flamme. Il est paru il y a quelques années, j'ai jamais réussi à le lire. Jamais. J'ai essayé plein de fois, hein. J'ai jamais réussi. Et donc, quand ce nouveau roman est arrivé, il y avait un petit côté challenge, quoi. Il fallait vraiment que j'y arrive. Faut pas exagérer, quoi. Et vous allez voir qu'on rentre très très vite dans ce roman. Très très vite et très facilement dans ce roman. On assiste au transfert d'une femme dans une prison fédérale pour femmes aux États-Unis, en Californie. Cette femme, c'est Romy Hall. Elle a 29 ans. Elle est somme toute assez sereine. Elle n'est pas résignée, hein, mais elle est assez sereine. Elle vient d'écoper de 2 fois perpète plus 6 ans, au cas où la réincarnation serait de mise aux États-Unis. Enfin bon, voilà. Hein. Donc d'entrée de jeu, tu rentres complètement dans l'absurdité, hein, dans l'absurdité administrative la plus complète. Mais notre Romy Hall, elle sait qu'elle peut. Elle sait qu'elle peut parce qu'elle a un endroit de liberté. Et cet endroit de liberté, c'est de savoir que son fils est entre de bonnes mains avec sa mère. Alors, au final, sans être résignée, c'est très important, hein, elle est plutôt sereine. Elle met les pieds dans cette prison pour femmes. Le quotidien est difficile. La promiscuité est difficile. Le pouvoir qui se joue, hein, entre ces murs est très difficile. Elle a une voix intéressante, Romy Hall. Elle a vraiment une voix qui n'est absolument pas dans la culpabilité. Et en même temps, elle n'essaye pas de se dédouaner de ce qu'elle a fait. Elle ne dit pas qu'elle ne l'a pas tué. Hein. Mais on va, grâce à comment elle vit au quotidien dans cette prison, hein, nous raconter qui elle est, d'où elle vient, quel est son rapport au monde, quel est son rapport à l'autre, et comment elle va réussir ou pas à faire ces 2 fois perpètes, plus 6 ans, dans cette prison. Il faut être un peu concentré à la lecture du Mars Club. Parce que vous allez voir qu'il y a 4 voix féminines, 4 voix de détenus qui prennent la parole tour à tour. Mais il y a un seul jeu narratif, une seule, si vous voulez, ça construit un espèce de collectif de voix. Mais il y a plusieurs personnages qui prennent la parole, toujours à la première personne du singulier. Et c'est vrai que, moi, le passage d'un personnage à l'autre est parfois difficilement perceptible. Hein. Donc parfois vous vous dites, c'est pas Romy Hall, elle pense pas comme ça, Romy Hall. Elle n'est pas du tout à cet endroit-là. Elle regarde pas l'autre de cette façon-là. Et tu te rends compte qu'effectivement, ce jeu n'est plus celui de Romy Hall. Donc elle joue aussi sur le collectif, la perte de liberté et surtout la perte de l'individu en prison. Hein. Et ça, vraiment, ce jeu narratif est absolument génial. Au milieu de ces 4 voix féminines se glissent 2 voix masculines.
La première, c'est le professeur de littérature de Romy Hall. Je ne vous dis pas quel rôle il joue, mais il joue un rôle essentiel dans ce roman. Essentiel. Ça, c'est la première voix. La seconde voix, elle est beaucoup plus désagréable à lire. C'est la voix d'un flic corrompu. Moche. Moche. Il est un peu dégoûtant, ce type. Hein. Et au fur et à mesure, tu vas tenter de comprendre qui il est et pourquoi sa voix se glisse comme ça au milieu des voix féminines. C'est un très très beau roman sur l'incarcération, mais c'est surtout un très beau roman sur quelle est la place de la femme dans la pauvreté. Rachel Kushner, par le biais de Romy Hall, parle vraiment de l'endroit de pouvoir qu'on laisse aux femmes. Et l'endroit de pouvoir qu'on laisse aux femmes, c'est quoi? C'est le corps. C'est leur propre corps. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle le Mars Club. Tout a commencé dans un club de striptease qui s'appelle. Est-ce que vous êtes déjà allé en Malaisie? Ça s'appelle La somme de nos folies. C'est un premier roman malaisien, traduit de l'anglais. L'auteur s'appelle Chiliko et elle a une 30aine d'années. Nous partons donc en Malaisie. Et alors moi je suis allée en Malaisie il y a quelques années. Et j'ai terriblement bien mangé en Malaisie. C'est-à-dire, j'ai un souvenir très gustatif de la Malaisie. D'abord, c'est l'Asie du Sud-Est, donc tu manges beaucoup, et puis tout le temps. Ça me va, c'est bien moi. Je suis un peu gourmande, hein, pour ceux qui commencent à me connaître. Toujours est-il que je me suis dit, waouh, on part en Malaisie, super. On va manger. Eh bien non, on mange assez peu, mais on fait plein d'autres trucs vachement chouettes. Nous partons dans un petit village, inventé par l'auteur, qui s'appelle Lubok Sayong. Moi, ça y est, je pars. Lubok Sayong, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ce petit village, il est à quelques heures de route de Kuala Lumpur, donc ça lui donne une vraie identité, mais une proximité avec la capitale. C'est un village qui a une forte particularité, puisqu'il est construit entre deux rivières et un lac. D'ailleurs, on rentre très vite dans le rapport que peut avoir la Malaisie avec la croyance et la légende. Hein. Une princesse aurait trempé le bout de sa natte dans une rivière il y a des siècles, et Lubok Sayong serait né de cet instant. Toujours est-il qu'on va rentrer dans le roman avec la voix de Oyong. Oyong, il est à la retraite à Lubok Sayong. Il a été chef de la conserverie toute sa vie. Hein. Il en a soupé. Hein. Maintenant, il veut être tranquille. Et donc, il y a un petit côté inspecteur des travaux publics. Visite de Lubok Sayong. Alors là, vous avez le lac. T'as l'impression qu'il marche comme ça, bras dans le dos, un peu... pas sévère, mais genre, il se passe rien, et c'est très bien. Il va quand même nous parler d'une éleveuse de sangsues un peu zinzin. Et puis, il va nous parler de Bivi. Et entre les lignes, il te dit, on lui donne pas la parole à Bivi. Parce que si elle récupère la parole, elle la lâche pas. Hein. Alors de temps en temps, je vais la voir, elle me raconte 2-3 trucs. Elle a toujours plein de trucs à raconter, Bivi. Bivi, elle va symboliser la minorité ethnique indienne présente en Malaisie. Bivi, il lui arrive toujours tout un tas de choses. Hein. Et puis elle enjolive un peu, Bivi. Elle est assez intéressante comme personnage. Mais vraiment, elle n'a pas la parole, quoi. Bivi a une demi-sœur qu'elle aime pas trop. Son père a eu plusieurs femmes, il y a eu plusieurs fratries, il n'y a pas eu tellement d'égalité entre tous ses enfants, et du coup elle aime vraiment pas sa demi-sœur. Mais quand elle apprend la mort de celle-ci dans un accident de voiture, la première réaction elle est assez abasourdie, Bivi. Et elle l'est d'autant plus quand elle apprend que sur la banquette arrière, il y a une jeune fille de 12 ans. Et là, elle se dit... Alors en fait, moi j'avais plutôt choisi de ne pas avoir d'enfant. Hein. Et le concept de récupérer un enfant plus un enfant qui a 12 ans, je ne suis pas convaincue. Hein. Vraiment. Mais est-ce qu'elle a vraiment le choix, Bibi? Est-ce qu'elle va la laisser toute seule, cette jeune fille? Cette jeune fille, elle s'appelle Marianne. Elle vient vraiment de passer 12 ans dans un orphelinat à Kuala Lumpur. Et Bibi va
récupérer cette gosse, sauf qu'elle ne sait pas comment faire. Hein. Elles partent s'installer dans la grande maison de la demi-sœur en haut de la colline, et Marianne commence à prendre la parole dans ce roman. Et Oh Young, hein, qui était garant d'une certaine tradition, d'un certain calme, hein, va être complètement chamboulé par la présence et par la parole de Marianne, qui s'immisce dans le roman, qui prend beaucoup de place, qui a une énergie complètement dingue, et qui, elle, va dire « Hé les gars, attendez, mais bah, vous imaginez ce qui m'arrive à moi? Je viens d'être adoptée, je perds mes parents adoptifs, et je suis récupérée par une nana qui ne veut pas de moi. Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai ma place, moi? Est-ce que je peux dire quelque chose ?» Et au fur et à mesure, comme ça, vous allez voir un roman qui se construit avec plein de surprises, plein de rebondissements. Je ne vais pas vous dire grand-chose, je peux vous dire juste qu'il y a un fantôme dans le jardin. Hein. Bibi se retrouve donc avec 2 enfants à gérer. Il est assez malicieux, ce fantôme. Il est farceur, on va dire. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'elles vont créer un bed and breakfast. Hein. Tu te dis, bah enfin, le box à Young, il se passe rien, jamais. Oh Young te l'a bien dit qu'il se passait rien. Comment tu vas pouvoir faire venir des touristes? Bah vous verrez. C'est un roman qui, entre les lignes, est assez contestataire hein, sur la Malaisie d'aujourd'hui. Hein. Cette dictature musulmane où la différence n'est pas de mise. Hein. Et ce Oh Young, qui est soi-disant garant de la tradition, va s'avérer être un personnage complètement explosif et complètement détonnant. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux pas rentrer dans les détails, parce que si je vous rentre dans les détails, je vais tout vous raconter. Le but n'est pas de vous raconter. Je peux juste vous dire que, même si on n'y mange pas, c'est comme une espèce de grande soupe. Vous savez pas exactement ce que vous commandez, mais ça sent hyper bon. Hein. Et à chaque fois que vous piochez quelque chose, il y a une texture différente. Hein. Il y a un goût différent. Hein. Parfois ça pique, parfois c'est sucré, parfois c'est salé. C'est ça. Et puis c'est un roman du oui. En Asie du Sud-Est, nous, ici, quand on vous demande quelque chose, souvent on dit non, 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 attends, je vais voir. En Asie du Sud-Est, on dit oui, attends, je vais voir. Hein. Oui, et on définit les contours du oui. Hein. Mais c'est un roman du oui. C'est un roman où tout est possible. Et c'est un roman de la jeunesse. Cette jeune femme, elle a 30 ans. Hein, et elle raconte à quel point il est indispensable de se baser sur la tradition, hein, et sur les croyances, et sur les légendes de son pays. Mais que cette tradition, il va falloir un jour ou l'autre hein, qu'elle se lie à la modernité qui est parfaitement comment dire, le fonctionnement de la Malaisie aujourd'hui en surface. En Malaisie, alors il y a ces fameuses tours Petronas hein, qui sont visitables, d'où vous avez une vue absolument phénoménale. Hein, alors c'est rutilant, et quand vous prenez l'ascenseur dans ces tours Petronas, vous descendez avec des types qui ont des costards à 5 000 $ sur le dos. Et ces types, ils vont dans la petite rue d'à côté, hein, ils s'accroupissent sur le bord du trottoir, et ils avalent une soupe avec grand bruit, le nez dans les pots d'échappement. Et c'est normal, c'est ça, c'est l'Asie du Sud-Est. Hein, et c'est ce roman-là. Ça veut dire que tout est possible presque en même temps. C'est un roman du oui. C'est drôle. C'est très drôle. Il y a beaucoup d'ironie de la part de l'auteur. Beaucoup. C'est doux amer, parce qu'au final, entre les lignes, elle dénonce aussi, vraiment, la complexité du pays et la nécessité, certainement, qu'il y ait un peu plus de douceur. Hein, parce que c'est des pays vraiment durs, sous le couvert d'être beaux. Hein, c'est extrêmement beau, hein, la Malaisie, les côtes sont sublimes, etc. Sous le couvert d'être beau et d'être ouvert au tourisme, c'est extrêmement verrouillé pour les habitants. Et elle ne le fait pas comme Nicolas Mathieu le fait. Elle ne le fait pas avec cette espèce de portée un petit peu très engagée politiquement. Elle le fait avec une petite tragicomédie douce amère, très réussie. Et c'est bien plus léger que le reste, hein, dans l'écriture, dans les images proposées. Rappelez-vous juste que Bibi, en début de roman, a relâché son poisson dans le lac. Ça, c'est une information absolument capitale pour la suite de la lecture. Une autre jeune femme qui dénonce, on n'est pas du tout au même endroit que Chilico, hein, puisqu'on part au Maroc. C'est Myriam Alaoui avec son premier roman. Elle a plutôt une jolie mise en avant dans la presse, hein, Myriam Alaoui. Je crois qu'elle est encore en lice pour certains prix. Alors elle propose un roman qui ne va pas plaire à tout le monde. Vraiment.
Parce qu'il y a une écriture très particulière. Moi, j'ai lu ce roman parce que je trouve que ce titre est incroyable. La vérité sort de la bouche du cheval. Donc moi, j'ai l'imaginaire qui pédale à 100 000. Si ça se trouve, il y a un cheval qui parle, j'adore. Enfin, j'ai envie d'y aller, quoi. Un cheval qui parle chez Gallimard en littérature blanche, tu peux commencer à te dire que ça peut être rigolo, quoi. Donc j'y suis allée avec une envie incroyable. Et alors, n'attendez quand même pas un cheval qui parle. C'est pas complètement le propos du roman. On arrive sur les trottoirs de Casablanca. Pas le Casablanca touristique. Non, celui où on ne met pas forcément les pieds. Et on va y croiser Jmiya. Et Jmiya, en même temps, elle te regarde, en même temps, elle t'interpelle, et en même temps, elle te dit casse-toi, quoi. T'es pas accueilli dans ce roman. En tant que lecteur, vraiment, tu sais pas comment trouver ta place au début. Elle te dit oui, je suis une pute, et alors? Tu dis bah non, bah rien, enfin, t'es une prostituée. Non. C'est pas la peine d'aller chercher des beaux mots, hein. Mon quotidien est sordide. Appelons un chat, je suis une pute. D'accord, alors si tu préfères qu'on dise pute, on va dire pute, il n'y a pas de problème, Jmiya. Vraiment, t'es vraiment, tu sais pas où te mettre en tant que lecteur. Hein. Elle te dit, va pas chercher quelque chose de joli, va pas chercher quelque chose de sensuel. Hein. Je vais pas te donner tout mon quotidien, mais ne crois pas que j'ai choisi d'être là, ne crois pas que c'est chouette d'être là. Hein. Voilà. Tu dis, non mais je sais pas trop, en fait je crois rien, enfin je sais pas, vraiment. Et elle va raconter qu'il faut qu'elle retrousse cette djellaba 6 fois par jour. Plus, c'est franchement trop. Moins, ben, elle mange pas assez. C'est pas toujours glauque, hein. Elle a parfois des bonnes tranches de rigolade avec ses copines. Avec les hommes, le but, c'est que ça dure le moins longtemps possible. Parce que elle rentre pas dans les détails, hein. C'est très cru, c'est très frontal, mais elle rentre pas dans les détails. C'est jamais voyeur, jamais. Mais elle te dit quand même que elle se tape le flic corrompu du coin, parce qu'elle n'a pas le choix. Hein. Et puis le vendeur ambulant qui pue du bec. Hein. Enfin, je veux dire, le touriste qui sent bon et le prince des Émirats, c'est pas pour elle. Hein. Donc, on arrête. Hein. Une fois qu'elle t'a dit ça, tu te dis, d'accord, est-ce que tout le roman, ça va être ça? Parce que je sais pas trop si je vais rester, moi. Hein. Rentre en ligne de compte la possibilité de rencontrer une femme, une cinéaste d'origine marocaine, qui est partie aux Pays-Bas et qui revient à Casablanca chercher de la matière. Et là, Jmiya, elle dit, quoi, moi je suis de la matière? Non, Jmiya, c'est pas ça qu'on te dit. Enfin, tâtonne un peu, hein. Tu marches toujours un peu sur des œufs avec Jmiya. Dans un premier temps, elle veut absolument pas raconter son histoire. C'est pas intéressant d'être une pute. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te donne d'intéressant? Cette cinéaste offrira des clopes à Jmiya, des cafés, des bières, des virées en voiture. Et Jmiya racontera. Et dans un premier temps, elle continue à faire ce qu'elle fait. Une espèce de truc un peu comme ça. Hein? Un truc un peu genre quoi hein? Quoi? Et puis, au fur et à mesure, quand elle se rendra compte qu'en face, cette cinéaste ne pose aucune question, que Jmiya détient le champ des possibles à elle seule, elle ira sur un terrain plus doux et elle racontera qui elle est, d'où elle vient, pourquoi elle s'est retrouvée là, quel est le rapport à sa mère, le poids de la mère dans la tradition familiale marocaine. Parce que toi, tu lui dis à Jmiya, tu lui dis, mais tu sais, tu peux lui dire merde à ta mère, hein, vu comment tu es là, tu peux y aller, hein, t'as 40 ans, vas-y, enfin je veux dire, c'est le moment là. Elle te dit, oh non mais malheureux, c'est la mère quoi, j'y touche pas. Dans la pyramide, il est impossible d'y toucher. Ça implique ceci, ça implique cela, mais j'y touche pas. Omar Eberdi, il a la capacité, toujours, de partir loin, et à un autre moment, pour nous faire prendre conscience de ici et maintenant. C'est ça qui est absolument génial. Ça veut dire qu'il nous avait emmenés à Détroit, dans cette ville complètement esquintée par la crise économique, pour mieux nous faire comprendre ce qu'on était en train de vivre ici. Enfin, voilà. Il est toujours comme ça, en train d'aller chercher ce qui aurait pu, nous apporter matière à réflexion et qu'on a laissé filer, qu'on ne s'est pas approprié dans l'histoire du monde, et qui nous amène à vraiment ici
et maintenant. Là, on part pendant l'hiver du mécontentement. Moi, je ne savais pas que l'hiver du mécontentement correspondait précisément, historiquement, à l'hiver 78-79 en Angleterre. Je ne savais pas que cet hiver avait été nommé l'hiver du mécontentement. Je trouve ça très beau, l'hiver du mécontentement. Je trouve que ça sonne poétique. Enfin, je veux dire, moi je pars assez vite avec l'hiver du mécontentement. Et là, nous allons donc partir à Londres. Candice a une trentaine d'années. Elle n'a pas vu sa mère assez heureuse avec son père et assez heureuse dans la maternité pour suivre le chemin tout tracé. Hein. Elle compte sur elle. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait sa détermination. Si un jour elle rencontre quelqu'un, elle se permettra certainement de fonder une famille, mais ça n'est pas le but premier. On est en 78-79, hein. C'est un peu rebelle. Hein. L'agneau du dimanche, ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça sa vie. Londres est complètement bloquée. Les grèves sont colossales, Londres est complètement à l'arrêt, et Candice est coursier à vélo. Tu l'imagines complètement traversant la ville sur son petit vélo à pignon libre, là, pour aller distribuer les plis. C'est la seule femme dans une équipe de garde. Vous verrez ce qu'elle fait de ça. Je vous dis rien. Je vous dis juste que Candice, en plus d'être coursier, ce qu'elle aime énormément, hein, comme job, fait du théâtre. Et qu'avec sa troupe féminine, elles ont décidé de monter Richard III. Et alors là, bah, tu sens le regard un peu réprobateur, genre, hey, les filles, c'est pas un morceau pour vous, ça. Hein, c'est-à-dire, c'est un truc de gars pour les gars, ça. Hein, vous êtes mignonnes, allez. Qu'est-ce que vous allez faire d'un propos sur l'accession au pouvoir? C'est un peu ridicule. Hein. Et elles disent, oui, c'est ridicule, c'est ça. Et le texte de Richard III va faire son entrée dans le roman de Thomas Reverdy. Alors, évidemment, c'est pas la totalité de Richard III, évidemment, ce sont des petits moments choisis qui symbolisent vraiment qu'est-ce que ça signifie de s'emparer d'un texte et qui signifie vraiment le propos de Richard III, à savoir l'accession au pouvoir. Et une fois qu'on s'est familiarisé avec Candice Coursier, Candice sur scène, hein, Candice appréhendant Shakespeare, répétant Shakespeare, on voit se pointer par la petite porte un bout de bonne femme, parce qu'au début c'est vraiment ça, c'est un bout de bonne femme, hein, qui n'a pas la voix adéquate, hein, qui n'a pas la posture adéquate, mais qui va apprendre, tout comme Richard III, hein, qu'est-ce que signifie l'accession au pouvoir, par quoi on passe. Cette femme, c'est Margaret Thatcher. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à la fin de l'hiver du mécontentement, ils se sont tapés Margaret Thatcher. Hein, avec tout ce que ça veut dire de Margaret Thatcher. Ça, c'est ce roman. Thomas Reverdy joue sur 3 tableaux. De manière extrêmement fluide, extrêmement bien rendue. Et, en plus, se greffe une bande originale, une bande musicale originale absolument top. Hein, parce qu'on ne peut pas déconnecter le propos, hein, le propos social, hein, du blocage de Londres, du propos des punks, No Future. Donc vous avez comme ça, en toile de fond, une playlist absolument géniale qui m'a complètement rappelé mes années de rébellion pendant l'adolescence, et je me suis dit que j'avais été bien bête d'arrêter d'être rebelle, qu'il fallait vraiment s'y remettre, que ça pouvait passer par tellement d'autres choses que quelque chose de basique et frontal, hein, et c'est ça, tout en nuance, tout en finesse. Qu'est-ce que l'engagement, hein, et en face, qu'est-ce que peut répondre le politique, à savoir Margaret Thatcher, dans son accession au pouvoir. Et c'est court, hein, ça fait 200 pages. Thomas Reverdy n'ébauche pas les choses. Enfin, je veux dire, il tire ses fils jusqu'au bout. Candice est un personnage qui est vraiment en construction, ça c'est très important. C'est un homme qui décrit un personnage de femme, il n'y glisse pas de fantasme. Ça aussi, hein. Moi, en tant que femme, tu vois, les hommes lecteurs, les écrivains qui glissent des fantasmes dans leurs personnages, moi, ça commence un peu à me gonfler, en fait, complètement entre nous. Et là, je trouve qu'on n'est pas à cet endroit-là. Cette Candice, elle est chouette. Et vous voyez, sur ce bandeau, il est précisé « Elle attend que quelque chose se passe ». Et il y a ça. Ça veut dire que Thomas Reverdy, malgré le fait qu'il propose quelque chose d'extrêmement fluide, de très construit, qui ne fait que 200 pages, il y a des moments comme ça où tu sens
qu'il va se passer quelque chose. Tu sais pas encore ce qui va se passer. Mais le suspense est extrêmement fort alors qu'on revient sur un sujet historique dans lequel il n'y a plus de suspense. Tout a déjà été écrit. En ça, il est extrêmement fort. Allez voir. Vraiment. Et puis, alors, il y a plein de solutions. Soit vous faites la playlist, vous mettez sur on, vous lisez et puis vous verrez bien. Soit, à chaque début de chapitre, vous avez soit The Cure, soit Joy Division, soit Subtil the Banshees. Bref, vous avez tout ce qu'il faut, quoi.